Alors bonsoir à vous tous et toutes. Ça me fait bien plaisir de revenir vous présenter ces conférences. Et tout de suite, sans plus tarder, Monsieur Baudet, je vous cède la parole. Vous avez 20 minutes pour convaincre l'auditoire. Oui, merci. Je dois d'abord remercier la chaire de m'avoir invité à venir vous entretenir de la question de la mobilité. En fait, j'aurais pu remplacer le titre que vous pouvez voir à l'écran par un titre un peu plus court de l'utilité du concept de mobilité. Il faut savoir que la mobilité est un concept qui est d'utilisation relativement récente dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement et des transports. Ça fait grosso modo peut-être une vingtaine d'années que c'est apparu en Europe. En Amérique, je dirais que c'est à peu près juste au Québec où on traite véritablement de mobilité pour dire autre chose que le transport. Dans le reste du Canada, du côté des États-Unis, on est encore beaucoup en mode transport. Et ce que je veux faire, c'est avec un certain nombre d'acétates particulièrement chargés que je ne déclinerai pas en long et en large, vous montrer quelle est l'utilité de ce concept-là pour revoir nos façons de faire et pour réinsérer la question du transport, la question des déplacements dans la sphère de l'urbanisme, dans la sphère de l'aménagement du territoire. Parce que comme le disait un peu à la blague, mais quand même assez sérieusement Jean-Paul Lallier il y a quelques années, dans les années 1950, en Occident, on a donné les clés de nos villes aux ingénieurs, on a oublié de se garder un double, et quand on est revenu, on a eu une très mauvaise surprise. Donc, il faut comprendre que parler de mobilité, ce n'est pas parler de transport, c'est de parler de toute autre chose. Le transport, ça concerne l'action de se déplacer et le moyen de ce déplacement. Donc, on va parler de mode de transport, on va parler de moyens de transport. Tout ça a occupé le devant de la scène parce que graduellement, depuis le 19e siècle, ce que les ingénieurs maîtrisaient était tout à fait en résonance avec les préoccupations de nos sociétés en matière de déplacement des personnes, des marchandises, éventuellement de l'information. Et ils ont pris le relais, entre autres des aménagistes, des urbanistes qui, depuis l'époque d'Haussmann notamment, avaient entrepris de transformer la ville pour faciliter les déplacements dans les villes. Et à partir d'un certain moment donné, la technique a pris le dessus sur l'ensemble des autres dimensions. Donc, la question de la mobilité est apparue un peu en réaction par rapport à cette mainmise quasi absolue qui avait été consentie, il faut aussi l'avouer, par les aménagistes et les urbanistes qui avaient laissé cette question-là à d'autres parce qu'on s'est rendu compte que ces deux problématiques qui ne peuvent pas être traitées en vase clos, qui ne peuvent pas être traitées indépendamment. Donc, la question de la mobilité et de son lien au transport, il faut comprendre que la notion de mobilité a une acceptation, a une définition beaucoup plus large que la stricte question du transport, donc du déplacement physique des personnes et des marchandises ou du déplacement immatériel de l'information. C'est une portée qui est beaucoup plus grande et je dirais c'est une portée critique, notamment parce qu'avec la mobilité, on essaie de réintroduire toute la question des valeurs qui mobilisent nos sociétés au centre de nos préoccupations. Et on sait pertinemment aujourd'hui que la question du développement durable, c'est pas une question d'environnement, c'est pas une question du dosage des impacts, c'est une question de valeurs fondamentales. Et donc, la durabilité se construit sur le socle des valeurs. Et l'intérêt de la mobilité, c'est qu'elle nous permet de travailler sur ce socle-là. C'est un concept qui n'est pas nouveau. C'est un concept qui est très familier dans les sciences sociales, les sciences humaines. On parle de mobilité géographique, mobilité sociale, résidentielle, étudiante, de la main-d'œuvre, des capitaux et des entreprises. La mobilité fait aussi appel à des potentiels, et comporte toute une série de dimensions extrêmement importantes. On n'est pas dans le registre du technique, de la technologie et de la logistique. On est sur une autre planète et donc on va faire appel à des dimensions psychologiques, sociales, spatiales, culturelles, technologiques, économiques et environnementales. Et on va aussi s'intéresser aux connaissances, aux aptitudes, aux compétences et aux moyens qui permettent justement d'exercer cette mobilité-là. Je me suis amusé à un moment donné, parce qu'on est très intéressé par la question du transport actif, la marche, la bicyclette, et je me suis amusé à un moment donné à essayer de modéliser ce qui a entraîné un recul systématique et majeur de la marche dans nos sociétés. Et là, c'est intéressant quand on fait appel au concept de mobilité parce qu'on peut mobiliser le concept de mobilité sociale, on peut mobiliser le concept de mobilité spatiale, on peut essayer de déduire de ces mobilités-là des changements de comportement, des changements d'attitude, des changements dans les cadres de vie qui permettent
qui sont permis par ces changements-là et qui permettent d'amplifier ces changements-là. Et donc, ça vous donne une mécanique extrêmement complexe. Et l'intérêt de cette mécanique-là, c'est qu'elle nous permet de voir que les discours simplistes, notamment à connotation moralisante, il faut marcher, il faut faire de la bicyclette, ça a peu de chances de fonctionner parce que ce qu'on a à déconstruire est d'une complexité énorme. Ça s'est construit dans une durée très longue. Dans ce cas-ci, on parle depuis le milieu du 19e siècle. Ça fait appel à toute une série de registres qui peut avoir avec la morale, bien que dans certains cas, il y a une dimension morale dans tout ça. Donc, il faut, pour être capable de réhabiliter la marche, jouer sur les mêmes registres que ceux à partir desquels on a réussi à dévaloriser la marche, en faire quelque chose qui n'avait plus véritablement de sens, d'importance, de signification dans nos sociétés. Et ça, c'est tout un défi. Et je vous dirais qu'on a le même problème avec l'automobile. On peut bien démoniser l'automobile, on peut bien avoir des justifications fonctionnelles, économiques pour un transfert modal de l'automobile à l'autobus. C'est pas ça qui va faire que les gens vont passer de l'automobile à l'autobus. Les gens sont ailleurs. Quand ils sont dans leur voiture, ils ne sont pas dans un moyen de transport, ils sont dans toute autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a à peu près 2 ans, il y avait un commercial, une publicité de petites voitures destinées surtout au marché des femmes, où vous avez la mère de famille qui arrive en avant de la demeure, évidemment, un bungalow de banlieue. Elle baisse sa fenêtre, elle se tourne la tête. Son mari est suspendu après une gouttière qu'il est en train d'arracher. Ses 2 enfants se battent à coups de bâton de hockey. Elle relève la fenêtre et elle s'en va. Et ça disait tout ce qu'est la voiture. C'est un refuge, c'est un isoloir et c'est un endroit où on a la paix. Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, les gens ne pestent pas tant contre certaines congestions parce qu'ils ont la paix. Beaucoup de véhicules aujourd'hui sont mieux équipés que le salon des résidences dans lesquelles les gens habitent. Et c'est à ça qu'on s'attaque. D'ailleurs, la voiture a déjà fait la première page du Paris Match, la première page du livre Mythologie de Roland Barthes. Presque. Donc, on voit à quel point ça fait appel à d'autres dimensions que le strict déplacement. Je me suis aussi amusé à décliner l'occupation, un terme qu'il ne faut habituellement pas prononcer quand on est en France, l'occupation du territoire québécois dans les différentes phases, dans les différents grands moments. Donc, j'ai identifié toute une série de grands mouvements de population qui nous ont permis graduellement de constituer le Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, la colonisation, l'exode rural, la révolution urbaine et industrielle, la villégiature, la conquête des espaces ressources, l'étalement urbain, la métropolisation et la néo-ruralité. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est qu'on peut systématiquement associer la problématique de la mobilité et des transports, mais pas en équivalence. C'est-à-dire, parler de la mobilité par rapport à ces mouvements-là, c'est pas parler de transport, mais on ne peut pas ne pas parler de transport quand on parle de ces grands mouvements-là. Donc, on pourrait, pour chacun de ces grands mouvements de population, on pourrait effectivement s'intéresser quels étaient les moyens de transport disponibles, quelles étaient les préoccupations en matière de mobilité, quelle part de la mobilité était exprimable, était réalisable, quelle part ne pouvait pas s'exprimer, notamment parce que les moyens de transport n'étaient pas toujours à la hauteur des attentes, des anticipations, des préoccupations de l'ensemble des gens qui participaient à ces mouvements-là. Et l'autre élément qui est absolument fascinant, vous avez le grand rectangle rougeâtre à la fin, c'est que ça correspond aux 2 dernières décennies, grosso modo, où on assiste littéralement à l'échelle de la planète à une explosion des mobilités. Que ce soit la mobilité de l'information, la mobilité des capitaux, la mobilité des personnes, la mobilité des marchandises. On n'a jamais été aussi mobile sur le territoire. Et d'ailleurs, j'avais participé à un exercice sur la question de la ruralité et de la comment est-ce qu'ils appellent ça, l'occupation dynamique des territoires. Et je disais aux gens, écoutez, le problème, c'est pas que le territoire n'est pas occupé de manière dynamique, c'est qu'il est trop dynamique par rapport au contrôle qu'on est capable d'avoir sur les facteurs qui engendrent ces dynamiques-là. C'est-à-dire que de plus en plus, les dynamiques sont pilotées de l'extérieur, d'ailleurs. C'est un boursicoteur de Tokyo qui pèse sur le piton un matin parce qu'il a une mauvaise humeur et la planète des grandes entreprises forestières vient de changer complètement. C'est la main-d'œuvre qui va être obligée de se relocaliser. Donc, c'est véritablement une surmobilité qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Et on répond à la surmobilité avec des techniques de transport, de la logistique de transport du 19e siècle, à peine remaniées, à peine améliorées. Donc, de ce point de vue, on peut aussi s'intéresser à la question de la demande. Grosso modo, il y a 2 manières jusqu'à maintenant assez classiques de répondre aux questions de transport. C'est de produire de l'offre pour supporter une demande.
ou de traiter la demande quand on n'est plus capable de répondre à cette demande-là par une surproduction de l'offre. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une série de facteurs fonctionnels d'une part et comportementaux d'autre part qui changent nos comportements et de manière radicale. On n'a qu'à évoquer, par exemple, le motif travail. Dans nos sociétés, on ne se déplace plus d'abord et avant tout pour travailler, on se déplace pour toutes sortes d'autres raisons. Le loisir, les études, le magasinage. Et ça a des conséquences parce que tous les patrons de transport, toutes les grandes infrastructures de transport, tout ça a été pensé en fonction d'un mode de navettage matin et soir, lieu de résidence et lieu de travail. Et à partir du moment où c'est plus l'essentiel de nos déplacements et de nos temporalités de déplacement qui correspond à ça, on est drôlement mal pris. Et on le sait, on le vit tous au quotidien. Il y a toute une série de nouveaux problèmes de déplacement, de mobilité qui sont dus justement à ces changements en profondeur, à la fois d'un point de vue fonctionnel et à la fois d'un point de vue des facteurs comportementaux. Je me suis amusé encore une fois à schématiser cette histoire-là. Donc, dans le petit cercle vert, vous avez le scénario classique. Auto, boulot, auto, dodo. Ça, c'est classique. On sait répondre à ça. Des axes lourds de transport, des lieux de résidence relativement denses vers les centralités où sont concentrés les emplois. De temps en temps, il va y avoir d'autres types de mobilité, mais c'est très accessoire. Du côté du diagramme rouge, vous avez tous les motifs ou à peu près de nos déplacements quotidiens à la semaine, au mois, à l'année. Vous avez à l'extérieur de tout ça des éléments qui viennent ajouter à la complexité, les familles reconstituées, la garde partagée, les familles monoparentales. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à décliner les différents arguments qu'on invoque pour garder l'auto, prêter l'auto, vouloir l'auto, quêter l'auto à nouveau, s'acheter une auto, ne pas s'acheter une auto, mais tout tourne toujours autour de l'auto parce qu'essentiellement, pour répondre à cette mobilité complètement éclatée, qui est souvent non récurrente, non régulière, l'auto, il faut l'avouer, est le véhicule par excellence, outre toutes ces autres dimensions. Donc, de ce point de vue-là, je vous dirais que le grand problème, le grand défi de la question de la mobilité, c'est pas, comme c'est écrit dans la deuxième moitié de cette citate-là, de modifier des habitudes et des comportements de déplacement et des choix modaux essentiellement pour faire plaisir à la planète, donc pour réduire les impacts environnementaux et faire plaisir à nos élus, c'est-à-dire réduire les coûts de la production de l'offre en transport, mais c'est d'abord et avant tout, dans nos sociétés, de permettre et de favoriser une participation citoyenne pleine et entière, parce que la mobilité, c'est devenu une dimension fondamentale et incontournable de la vie en société. Et on ne peut pas penser que dans nos sociétés, nous soyons en mesure de réduire notre mobilité. Ce qu'il faut faire, c'est la permettre, mais c'est surtout de lui permettre de s'exprimer complètement autrement. Par exemple, par des rapports de proximité plus denses, par exemple en évitant des déplacements totalement inutiles qui sont un héritage de nos façons de planifier l'offre en transport qui est complètement désuète comme manière. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui, un citoyen qui n'est pas capable d'exercer sa mobilité est un citoyen qu'on prive de son droit à un logement convenable, à un travail convenable, à des études convenables, à des loisirs convenables, à un accès à la culture qui est tout à fait acceptable. Et c'est le grand défi, et c'est une des raisons pour lesquelles on commence à jongler en Europe avec cette idée d'un droit à la mobilité qui serait aussi important qu'un droit à l'éducation, un droit à la santé et un droit au logement. Merci. Mon Dieu, merci. Merci beaucoup, M. Baudet. C'est bien, vous aurez encore plus de temps pour répondre aux questions qu'on va vous poser. Alors voilà, on enchaîne avec M. Hens. Alors, merci de m'accueillir ce soir et de venir partager avec vous l'exercice que nous avons fait à la Ville de Québec sur la question de la mobilité durable. Alors, il faut remonter en janvier 2009 où le maire souhaitait avoir un plan de transport et rapidement, il s'est fait convaincre de faire un pas plus loin et d'aller vers de la mobilité. Donc, l'idée lui a souri. On a constitué un groupe de travail de 17 personnes qui venaient de différents horizons. Chercheurs, promoteurs immobiliers, urbanistes, ingénieurs, organisateurs de transport, gestionnaires en réseau de transport. Ces gens-là se sont réunis à raison d'une fois par mois, 6 heures par semaine pendant 2 ans.
Ils ont produit un rapport qui a été déposé en janvier dernier, qui malheureusement n'a pas été encore rendu public. Vous aurez une question sûrement là-dessus, je vais essayer d'y répondre. Mais essentiellement, c'est une question de attacher l'ensemble des prérogatives qu'un tel rapport peut sous-entendre, donc toute la question du financement, la question d'un partenariat avec les principaux intéressés, notamment le ministère des Transports. Donc, pourquoi un plan de mobilité? Bien, selon l'Institut de la statistique du Québec, la région de Québec va accueillir 90 000 nouveaux ménages dans les 20 prochaines années, 51 000 dans l'agglomération de Québec, 40 000 à Lévis et dans les MRC environnantes. Et nos estimés, c'est qu'on aura 73 000 autos qui vont circuler sur les réseaux routiers dans ces années-là, dans ces horizons-là, supplémentaires à ce qu'on connaît actuellement. Et on connaît l'état de la congestion, si rien n'est fait, si on continue le modèle actuel de l'étalement urbain, c'est sûr qu'on s'en va vers une perte d'attractivité de la ville, c'est sûr qu'on s'en va vers une congestion qui est très aiguë, que nous ne souhaitons pas. Déjà, vous voyez au niveau de cette carte sur la congestion, il y a des augmentations très importantes. Je vous donne quelques indices. Par exemple, l'état de la congestion entre 2004 et 2007, qui a été évalué par le ministère des Transports. Il y a eu une augmentation sur Henri IV de 44 % sur l'autoroute de la Rive-Sud, 62 % sur Jean-Lesage, 70 %. Et ça, on est en 2007 et ça a sûrement continué. Il n'y a pas eu d'évaluation récente, mais je suis convaincu que ça a continué. Quand on circule sur ces grands boulevards, on peut voir l'état de la congestion et ça commence même à être problématique là, pour plusieurs. Alors, donc, il y a une question également d'équité parce qu'on sait que l'essence inévitablement va augmenter. Donc, il faut être, en termes d'organisation publique, il faut être capable de donner à la population des alternatives, des choix devant peut-être les difficultés d'avoir sûrement une deuxième auto dans la famille et possiblement même une seule auto dans la famille. Alors, dans un contexte comme ça, il faut que les secteurs publics puissent fournir des alternatives valables, à savoir des réseaux de transport collectif et actif là, très bien structurés. Alors, en termes d'orientation, le groupe en a fixé 6. D'abord, mettre fin à l'étalement urbain. C'était une décision très courageuse, je peux vous dire. Ça a pris presque 6 mois à arriver à établir vraiment cette orientation-là, sur laquelle, vous allez voir, le plan s'appuie largement. Privilégier la mixité, structurer le territoire par le transport public. Ça aussi, ça a fait un bon débat dans le public, à savoir, par exemple, comment une des composantes importantes du réseau de transport, qui est le tramway, pourquoi ne remplace-t-il pas la route principale des autobus? Pourquoi s'en va-t-il dans une autre direction? Eh bien, on parle ici de structurer le territoire par le transport public, offrir un choix de moyens de transport fiables, sécuritaires, utiliser efficacement les modes de transport des marchandises et mettre à contribution les institutions et entreprises. On s'est dit qu'on avait beau faire le plan qu'on veut, si les institutions et les grands générateurs de déplacement ne suivent pas dans les orientations qui sont données dans cette vision, bien, on n'atteindra pas l'objectif. Alors, en termes d'urbanisation, on a revu le concept d'urbanisation, du moins on l'a remis sur la table pour finalement confirmer que le Saint-Roch restera et progressera dans sa vocation de centre-ville. Alors, Saint-Roch, vous le savez, avec ses composantes collines parlementaires et Vieux-Québec, constitue le centre-ville, constitue le cœur de la ville, avec ses extensions vers Destimoville, avec ses extensions vers Pointe-aux-Lièvres, extension vers le futur amphithéâtre, extension vers l'ouest dans la direction du boulevard Charest. On a toutes les composantes ici pour vraiment créer un centre-ville fort et faire compétition, je dirais, à un phénomène naturel d'attraction qui est celui de Sainte-Foy. Alors évidemment, ce centre-ville fort-là, il se situe dans une région qui a un caractère multipolaire. Donc, on voit Destimoville, Fleur-de-Lys, Le Bourgneuf, les parcs technologiques, le pôle Sainte-Foy, le centre-ville, colline parlementaire. Entre les deux, vous avez le secteur des assurances au niveau de Belvédère. Et vous avez sur la Rive-Sud 2 pôles importants, la Tête des Ponts et le pôle des Jardins. Donc, vous voyez déjà avec cette structure urbaine, on voit comment ça va se dessiner le grand réseau de transport qui va venir supporter
les avancées qu'on a données en termes d'urbanisation. Donc, quels sont ces grands choix de transport? Alors, le premier objectif, c'était de ramener le niveau de trafic à celui de l'an 2000, c'est-à-dire un niveau qu'on considérait tout le monde à cette époque-là comme très acceptable. Ça nous amène à une part modale de l'auto qui est aujourd'hui de 71 %. Ça nous la ramènerait autour de 57 %. C'est évident, puis on le signale, l'automobile, elle est là, puis elle est là pour rester, mais il faut être capable de lui donner sa juste place. Il faut être capable aussi de faire valoir les coûts énormes qui sont associés à la congestion, tant sur le plan personnel que sur le plan de la société. Il y a des coûts énormes à cette congestion. On a juste à regarder la région de Montréal actuellement là, pour se rendre compte là, des entreprises qui veulent se délocaliser, des entreprises de camionnage qui veulent éviter la région. Enfin, il y a toutes sortes de conséquences à cette congestion trop forte. Alors, pour ce faire, nous avons fixé comme objectif de doubler l'apport modal du transport collectif. C'est audacieux, mais je pense que c'est réaliste. Et quand on regarde les grandes institutions, je pense à l'Union internationale des transports urbains, ils ont demandé à l'ensemble de leur réseau à travers le monde de doubler l'apport modal du transport collectif d'ici 2025. L'Association canadienne a fixé à 50 % l'augmentation de l'apport modal. Donc, doubler l'apport modal, c'est sûr qu'on est dans un domaine audacieux, mais on considère que ça peut être réaliste si on y met les moyens. Un des premiers moyens, c'est de renforcer le réseau d'autobus qu'on considère à haut niveau de service. C'est vraiment de l'étendre dans toute la région la plus densément urbanisée de Québec, de l'agglomération de Québec. C'est ce qu'on peut connaître aujourd'hui par les métrobus. Donc, c'est une extension des métrobus qui viennent prendre une allure un peu quadrillée, nord-sud, compte tenu des contraintes géographiques, avec des points d'échange pour multiplier les destinations. On retrouve là un élément assez important là, pour venir appuyer les objectifs qu'on souhaite. Évidemment, on veut pénétrer les quartiers, les agglomérations par un réseau qui va venir alimenter ce réseau à haut niveau de service, qui, soit dit en passant, à haut niveau de service, on parle d'une fréquence à peu près de 5 à 10 minutes. Ici, à ce réseau-là, on parle d'une fréquence de 15-30, c'est-à-dire 15 minutes à la pointe, 30 minutes à hors pointe. Donc, il viendra alimenter le réseau de haut niveau de service. Un réseau de proximité, ça c'est nouveau. On s'est aperçu en consultation ou dans les analyses qu'on a fait que beaucoup de déplacements, je donne un exemple, par exemple, dans l'agglomération de Beauport, 63 % des déplacements ont l'origine et la destination dans l'agglomération. Alors, les gens ont tendance à habiter, à rester dans le secteur où ils travaillent, à magasiner dans le secteur, en tout cas pour 63 %, c'est quand même pas négligeable. Et dans ce sens-là, le réseau de transport de la capitale tel que conçu actuellement, orienté vers le centre, vers les grands pôles, plutôt axial, ne répond pas vraiment à cette dynamique là, très locale. Donc, on a proposé l'instauration d'un réseau local. Évidemment, le réseau rapide qui vient chercher les gens en banlieue éloignée, qui vient compétitionner en termes de temps l'automobile vers les grands pôles qu'est le centre-ville et vers Sainte-Foy, mais aussi vers des pôles intermédiaires que vous avez sur la carte en les gros points noirs, donc à des endroits très stratégiques, le Bourgneuf, 41e rue par exemple, d'Estimauville, qui viendraient, dont les express viendraient passer et descendre des gens pour multiplier les destinations. Alors, on croit que ces pôles d'échange-là vont devenir très importants là, dans le futur, dans le cadre de l'intermodalité dont je vais vous parler tout à l'heure. Ça devient une question centrale de bien organiser les pôles d'échange, quelque chose de très convivial, quelque chose de bien structuré. Évidemment, le réseau de Lévis, qui était partenaire dans la démarche, les élus de Lévis étaient sur le comité de travail, donc ont voulu, puis je pense que c'est souhaitable pour l'ensemble de la région, à ce que ce réseau-là de Lévis soit bien branché sur celui de Québec. Alors, on a fait en sorte que le métrobus de Lévis, qui s'appellera vraisemblablement le Lévisien, puisse être branché sur le réseau de transport de la capitale. Alors, tout ça arrimé évidemment avec l'ensemble de la région, parce que de plus en plus, on organise des petits réseaux de transport dans les MRC. Il y a beaucoup de gens qui arrivent des MRC par automobile. Il s'agit de les capter aux portes d'entrée par des stationnements incitatifs, par encore là des pôles d'échange avec les petits réseaux qui viennent se brancher sur celui du réseau de transport de la capitale.
Alors, tout cela supporté par des infrastructures, voies réservées sur les grandes artères, par exemple les autoroutes, mesures prioritaires de circulation, stationnement incitatif, stations et pôles d'échange, information en temps réel aux usagers, c'est un élément excessivement important. Le réseau de transport de la capitale s'en vient avec cet élément-là, c'est-à-dire d'être capable de donner une information en temps réel du passage des autobus pour pas qu'on ait à anticiper, pas qu'on ait à attendre inutilement, pour que finalement on puisse profiter de ce temps-là très utilement, là, qui est le temps d'attente aujourd'hui, sans qu'on sache exactement quand le véhicule va passer. Utiliser l'automobile autrement, c'est un élément excessivement important du plan. On veut vraiment que les gens puissent accéder à cette question du covoiturage, à cette dimension du covoiturage, à la dimension de l'autopartage. C'est maintenant des réalités. On n'a plus besoin d'avoir la possession d'une automobile pour utiliser une automobile en milieu urbain. Et je pense que ça, c'est très important, cette dimension-là, avec l'arrivée de l'autopartage. Donc, c'est évident qu'il y a des nouvelles dimensions qui sont devant nous. Au niveau du transport actif, on veut revitaliser les grandes places publiques. On veut assurer une continuité dans les circuits piétonniers. On veut que le réseau de pistes cyclables soit complété, accéléré. Et dans ce sens-là, on a amené une nouvelle dimension qui est le vélo boulevard, qui est un boulevard qui est situé en parallèle à une artère très importante qui est René Lévesque, donc Père Marquette. Et sur Père Marquette, on a séparé Père Marquette en différentes zones pour la circulation automobile, de telle sorte que on profite également de faire ce qu'on appelle le traffic calming dans ce secteur-là. Donc, il n'y a plus possibilité des gens de circuler sur une artère comme celle-là en transit. Donc, ça permet d'avoir une vie beaucoup plus calme et sereine dans le secteur et ça permettra, par des aménagements aux intersections, aux cyclistes, d'avoir une route continue sur l'ensemble de Père Marquette. Alors, c'est un grand projet, c'est un horizon de 20 ans, c'est une préoccupation de l'ensemble des villes canadiennes. Et on a interpellé dans notre rapport le gouvernement fédéral qui ne s'implique pas actuellement au niveau financier dans le domaine du transport collectif. Et on voudrait bien qu'ils viennent s'impliquer, venir supporter l'apport important que les provinces mettent là, dans le transport collectif. On veut une participation active, citoyenne et entreprise. Et on veut un plan intégré. Et je vous remercie. Merci. Merci, M. Hess. Voilà, je vous rappelle qu'il y aura des questions, donc c'est important de garder cette période de questions dans le temps. Alors, M. Mercier, vous enchaînez, vous n'avez pas de PowerPoint? Merci, Mme Guénette. Et je voudrais remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir invité, même si je ne suis pas sûr de savoir pourquoi on m'a invité. Je ne suis pas un urbaniste comme Gérard Baudet, je ne suis pas, un grand organisateur de la mobilité à grande échelle. Et puis, je ne suis pas un militant non plus d'une nouvelle urbanité, d'une nouvelle mobilité. Ce qui fait que je vais vous soumettre 3 points à discussion qui tournent beaucoup autour de l'automobile. On pourra parler de la bicyclette, de toutes sortes de choses, mais le grand démon du piéton, c'est l'automobile et son réseau routier qui lui appartient en grande partie. Et ces 3 idées-là nourrissent ce que je pourrais appeler la mobilité démocratique, ce qui me paraît être un élément essentiel de la mobilité durable. Donc, une problématique de la mobilité démocratique illustrée par 3 difficultés. La première difficulté, j'ai trouvé des titres un peu accrocheurs, là. Ça montre mon petit côté fanatique, là, de piéton énervé parfois. Donc, le premier point, c'est la fatalité autoroutière. Deuxième, c'est le privilège automobile. Privilège là, dans le sens de noblesse. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus importants que moi. Et c'est inscrit dans les normes de la société. Et l'autre, c'est l'irrationalité automobile. Je vais essayer de vous exposer ça rapidement. Sans hargne, hein, en espérant que ça nourrisse le débat. Bon, premier point, la fatalité autoroutière. Depuis plusieurs décennies, on assiste en Occident au développement
d'une démocratie locale. C'est une des belles choses de notre vie politique. C'est-à-dire on s'est donné des instruments et une culture de démocratie locale. C'est pas parfait, sauf que les outils se sont améliorés, puis on y prend goût. Hein? On aime ça, donner notre avis. On espère qu'on va en tenir compte. Il y a des assemblées. On n'y va pas toujours, mais des fois, on se sent plus concerné. On y va, on débat. Donc, il y a un goût, des moyens. Donc, bref, une culture qui fait qu'on se dit, l'avenir de nos villes, de nos quartiers, de nos villages, de nos campagnes, ça nous appartient un peu. On a quelque chose à dire là-dessus. Malheureusement, quand on regarde la vérité des choses, on se rend compte qu'il y a un pan entier de nos villes qui échappe à ce débat-là. C'est le domaine autoroutier, qui est comme dans une zone noire de la délibération publique. C'est une enclave, c'est un État dans l'État qui échappe largement au débat à l'échelle locale. Donc, on se rend compte là, que l'autoroute relève d'un pouvoir aussi concentré que dépensier. Hein? Regardez aujourd'hui, là, on nous a annoncé, aujourd'hui, je veux dire récemment, des investissements de plusieurs milliards dans le réseau autoroutier. Puis, à ce que je cherche, le débat autour de ça n'est pas, comment dire, aussi intense qu'il y a pu avoir autour du plan de mobilité durable. Regardez tout le soin maniaque qui est un chef-d'œuvre hein, de démocratie, pour savoir si le tramway va passer ici, va passer là, où est-ce qu'il va s'arrêter, etc. Est-ce que pour les sorties d'autoroute sur Charest ou autre chose, on a eu des débats comme celui-là? Pas du tout. Alors qu'avec ça, on fait beaucoup de villes et les efforts honorables que vous faites risquent d'être, ma foi, comment dire... compromis, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais enfin, il y a un facteur de perturbation dans la gestion puis dans l'appropriation collective de cet objet qui est la ville. Parce qu'il y a un domaine, l'autoroute, qui nous échappe. Donc, l'idée, le premier point, c'est est-ce qu'on est capable d'introduire plus largement, il y en a, hein, il y a de beaux exemples quand même autour de l'extension du vallon, mais ces exemples-là devraient se multiplier. L'autre point, c'est le privilège automobile. L'envahissement de la ville par l'automobile est un fait attesté. On s'en accommode depuis longtemps, certains le déplorent de plus en plus. En général, quand on veut y apporter des changements, il y a 3 types de solutions. Je vais rapidement. Première solution, c'est de bloquer ou limiter l'accès de l'automobile à certains lieux. Deuxième alternative, deuxième solution, offrir une alternative, c'est-à-dire d'autres moyens de transport. Le plan de mobilité durable, là, est un bel exemple là-dedans. L'autre, c'est aussi de changer les mentalités par une espèce de pédagogie. On s'adresse à la bonne volonté des gens. Gérard en pense ce qu'il en pense. Hein? Il est plus ou moins en accord avec tout ça, parce que les gens ont la tête ailleurs. Ils ont d'autres intérêts. Hein? Puis, parfois, pour changer les mentalités, on peut jouer sur, comment dire, la vérité des coûts, des tarifications qui fait que, bon, c'est pas notre conscience qui parle, mais notre portefeuille peut avoir un changement de mentalité. Tout ça est beau, tout ça est bien. C'est utile. Mais là, comme piéton, là, on se dit, on tourne autour du vrai problème. Pourquoi? Et là, je vais dire une chose grosse. Puis c'est avec un peu de réticence que je le dis. Mais ces solutions, qui sont nobles, qu'il faut mettre en pratique, ne remettent pas en cause le privilège de l'automobile d'être, presque en toute impunité, d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire non seulement un moyen de transport, mais aussi un danger public. Et dans une certaine mesure, je dis avec des pincettes, une arme, c'est-à-dire un instrument propre à exercer une violence pour obtenir plus de pouvoir dans notre circulation, par exemple. Danger public. Pourquoi dans nos rues, en fait, vous voyez, c'est une erreur d'appréciation. Pourquoi dans nos villes, on peut circuler à 50 ou 70 km/h quand on respecte le code de sécurité routière, ce qui est rare. Mais pourquoi on peut le faire
en mettant éventuellement en danger la vie d'un enfant qui court après son ballon. Il n'a rien demandé à personne. Il voulait seulement courir après son ballon. Il traverse la rue, il se fait frapper par un bon citoyen qui roule à 50 km, comme le prescrit le Code de sécurité routière. Donc, cet enfant-là est victime d'un accident, il meurt. Donc, la voiture en ville est un danger public. C'est un choix de société très lourd de conséquences et qui crée une balance qui n'est pas toujours bien équilibrée des privilèges et dans notre société. L'arme, tout simplement, ce n'est pas une bombe atomique, quoique les dégâts sont larges pour l'automobile. C'est des millions de morts par année sur l'ensemble de la planète, mais tout simplement couper le chemin à un automobile, à un piéton. C'est tellement simple quand on a une voiture. On se met devant lui, on n'a même pas besoin d'y penser. Donc, on s'en sort maintenant. Donc, il y a... Puis, qu'est-ce qu'on fait devant ça? Bien, c'est simple. Soit on sort nous-mêmes, on s'achète une voiture, ou bien on souhaite un débat démocratique qui inclut cette question-là, du partage de la rue. Pourquoi la rue, ça appartient à l'automobile, et pourquoi l'automobile, qui peut aller à 70 km/h, va à 70 km/h? Dernier point. Est-ce que j'ai encore le temps, Mme Guénette? Oui, tout à fait. Merci. Oui. Qui sera plus court, d'ailleurs. 5 minutes. Donc, si je ne prends pas l'option de m'armer moi-même et de prendre une voiture, puis de souhaiter un débat démocratique autour de la violence automobile, je dois m'armer de patience parce que le débat baigne dans une certaine irrationalité. Je ne peux pas le dire autrement. Et pour décrire ça, je prendrais un exemple tout simple. Il m'arrive souvent, là, quand j'avoue, hein, je ne le dis pas trop fort, là, je le dis en public, devant la caméra, je vais en prendre quelques jours avant de m'en remettre, mais parfois, j'avoue que je n'ai pas de voiture en société. Hein? Et puis, les gens me disent, « Ah, ben moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. » Et là, donc, c'est toute la question du choix automobile, et il y a toujours deux éléments qui sont en parfaite contradiction. Et cette parfaite contradiction, à mon avis, illustre l'irrationalité du débat. La première chose, ils vont me dire, ben, moi, j'aime trop ma liberté, hein, celle dont on parlait Gérard Baudette. Je ne peux pas être à la merci de ceci ou cela, caprice des autobus ou à l'indigence des services publics, etc. Je dois être capable de déplacer en toute liberté. Puis dans la foulée, parfois dans la même phrase, ils vont nous dire, on n'a pas le choix d'avoir une voiture, nous. Mon mari travaille à telle place, moi je travaille à tel endroit, les enfants sont à la garderie, il faut faire nos commissions, l'autre est à l'école de musique, etc. Je ne sais pas comment je pourrais faire. Donc, il y a une espèce de jeu de fantasme de la liberté de la voiture, puis une espèce de contrainte presque parfaite. Et tout ça, tout ramassé dans le même argument. Donc, cette contradiction-là, à mon avis, elle est basée sur une irrationalité qui peut s'exprimer de deux façons. Un, on prend notre compulsion pour de la liberté. C'est facile. Vous avez les clés dans vos poches, la voiture est stationnée devant chez vous, vous prenez la voiture pour aller chercher votre pain de lait ou faire tout ce que vous avez à faire. Donc là, l'intermédiaire entre la décision, qui n'en est pas une, et le geste, c'est un manque de jugeote, de rationalité. Là-dessus, je vous invite simplement à faire l'exercice du dépouillement automobile. Et puis là, le dépouillement automobile, on s'enrichit. Hein? En n'ayant pas de voiture, vous allez voir, vous enrichissez, puis envisagez toutes les autres options qu'on peut avoir, le taxi, communauté, etc. Et vous allez voir que, mais vous êtes obligé de réfléchir. Vous devez rationaliser. Ah, bien là, je voudrais faire telle chose. Comment je vais y aller? Qu'est-ce qui est mieux? Prendre le bus, prendre le communauté, ou j'attends la semaine prochaine? Vous êtes obligé de vous passer de la compulsion à la décision rationnelle.
Deuxième problème de l'irrationalité, c'est qu'on pense qu'on est libre parce qu'on a un moyen de transport privé. Quelle fantaisie de l'esprit! Mais on nous a montré une belle carte de la contagion tout à l'heure. On voit bien que, aussi libre on est avec notre voiture, il reste qu'on est complètement contraint et parfois immobilisé par le réseau routier. Ce qui fait que l'automobile, ce n'est pas un moyen privé. C'est-à-dire que l'automobile, sans le réseau routier, qui est public, que nous payons tous, c'est un ensemble qu'il faut considérer comme tel. Et c'est pour ça que des plans de mobilité, c'est essentiel. Il faut mettre ça dans son contexte global. L'automobile est un moyen de transport public. Et il doit se discuter dans toutes les options qui s'offrent à nous. Et il ne peut pas y avoir cette dichotomie un peu fausse entre transport public et transport privé. Donc voilà les petites réflexions que je voulais offrir au débat autour du thème de la mobilité démocratique sur le point de vue d'un piéton qu'on ne voit pas en général quand on circule sur la route avec sa voiture. Merci beaucoup, Monsieur Mercier. Merci pour ces considérations, ma foi, très rationnelles, très originales à la fois. Alors, on enchaîne avec la toute dernière présentation avant la période de questions, celle de Monsieur Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. Monsieur Savard, merci, je pense que vous avez des images également. Oui, exactement. Merci, Mme Guenette. Merci à l'allié de m'avoir invité. D'abord, Monsieur Mercier, je vous rassure tout de suite, je pense que c'était utile que vous soyez venu. Vous aviez un très beau recul par rapport à qu'est-ce que représente la mobilité dans nos sociétés puis la place que l'automobile prend. Quand on m'a invité, ça fait 10 ans que je m'intéresse énormément à la question que j'ai intervenu dans le débat public dans la région de Québec, que j'essaie d'intervenir dans le débat public à l'échelle du Québec maintenant que j'assume la direction de Vivre en Ville. J'aurais pu prendre différents angles. J'aurais pu prendre l'angle, par exemple, de comment nos politiques publiques nous rendent de plus en plus dépendants de l'auto et qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la tendance. Donc, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? J'aurais pu prendre l'angle de la Ville de Québec et vous présenter, le plan, notre mémoire de réaction face au plan de la Ville de Québec, donc nos propres suggestions. J'espère qu'ils ont retenu quelques-unes, mais j'aurais pu prendre cet angle-là, très pratique à Québec. J'aurais pu prendre l'angle du financement du transport en commun qui est sous-financé, et du surfinancement du développement autoroutier. J'ai beaucoup aimé l'angle de dire c'est toujours naturel d'investir dans le réseau routier. Il n'y a jamais de débat là-dessus. Ça fait à peine un entrefilet dans nos journaux, mais on parle de millions. Et quand on veut faire la moindre chose sur le transport collectif, c'est toujours oui. Et quand on parle du transport public, c'est toujours la croix et la bannière. Ils sont toujours obligés de se justifier au moins 10 fois plus avec de beaux exercices comme a été fait à la Ville de Québec. Mais chacun de ces angles-là, je les trouvais un peu insatisfaisants. Et puis là, la date approchait, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis là, j'ai eu l'illumination. Vivre en Ville a produit un film d'animation et de vulgarisation qui tente d'expliquer la complexité dont on parle depuis tantôt. Chacun des trois panélistes le dit. C'est des enjeux compliqués, c'est des enjeux d'urbanisme, c'est des enjeux culturels. Le film que je vous propose, qui dure environ 16 minutes, s'attaque essentiellement sur comment l'aménagement du territoire peut modifier, peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et on sait très bien que nos émissions de gaz à effet de serre sont excessivement liées à l'enjeu des transports. Vous allez voir le film, vous allez tout comprendre, je ne l'expliquerai pas avant de le faire jouer, mais vous allez voir aussi qu'on a essayé de s'attaquer à l'ensemble des problèmes collatéraux qui viennent avec notre dépendance à la voiture, et d'ailleurs, je pense que la grand-mère dont vous parliez, là, elle joue dans le film, donc vous allez pouvoir constater de vous-même, justement en dessous d'une autoroute. Donc, on va y aller avec Play.
présente Madame Lamarche. C'est notre mairesse à Colvert. Puis depuis quelque temps, elle trouve ça de plus en plus dur. Un matin, elle a décidé qu'il était temps de faire quelque chose, d'aller à la source des problèmes et de trouver des solutions à long terme. Mais par où commencer? Elle a d'abord cherché à savoir si la population pensait comme elle. Moi, j'étais pas là, mais ma mère, oui. Il paraît que ça s'est pressé aux portes puis que la mairesse, elle s'était pas trompée. Les problèmes soulevés par les citoyens ressemblaient pas mal à ceux qu'elle avait identifiés. Mais à ce moment-là, la mairesse a pris conscience que les problèmes de notre ville étaient plus importants qu'elle l'avait cru. Et il n'a pas fallu longtemps pour reconnaître que Colvert était loin d'être exemplaire, que la qualité de vie recherchée n'était pas au rendez-vous. Bref, elle avait un gros mandat sur les bras, puis il faudrait de l'aide. Gens d'affaires, architectes, urbanistes, plusieurs spécialistes ont été appelés pour trouver des solutions. Puis comme s'il n'y avait pas assez de pain sur la planche, Colvert venait de recevoir le bilan de ses émissions de GES, de gaz à effet de serre. Un bilan un peu gênant. De toute évidence, il fallait s'attaquer à ce problème-là aussi. Ça commençait à faire beaucoup en même temps. La mairesse puis ses collaborateurs ont relevé leurs manches, puis après avoir échangé leurs idées, ils ont compris qu'en s'attaquant à ces émissions de gaz à effet de serre, Colvert s'attaquerait aussi à ses autres problèmes. C'est ce qu'ils ont fait, puis c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. À Colvert, on a décidé de se prendre en main. Je dis « on » parce que la mairesse a voulu que tout le monde y participe. On a commencé par se doter d'une vision d'avenir. Ensemble, on allait réduire nos émissions de GES puis faire de Colvert une ville plus saine, plus verte puis plus prospère. Pour y parvenir, l'équipe de la mairesse a d'abord resserré le périmètre d'urbanisation. Pas de construction au-delà de la limite. S'il y a moins de terrain disponible, les promoteurs vont se dépêcher de prendre ce qui reste. Avec des terrains de plus en plus rares, ils vont bâtir plus compact pour loger plus de monde puis faire plus d'argent. Mais attention, pas question de sacrifier le bien-être de ma famille pour aller vivre dans une cage à poules. Mais c'est pas ça qu'on a fait. Parce qu'en parlant, on a compris qu'on pouvait rebâtir la ville sur elle-même. La réorganiser en créant des cœurs de quartier plus compacts, sans pour autant se piler ses pieds. C'est assez simple. Laissez-moi vous expliquer comment on y est arrivé. Tout d'abord, pour faire un centre-ville fort et animé, on a incité 2 grands employeurs à s'y installer. Il paraît que c'est bon pour l'immobilier puis le commerce. En tout cas, une chose est sûre, il y a des gros changements autour. Il y a pas mal plus de monde, plus de commerce puis de services aussi. La rue principale a revu. C'est redevenu agréable d'y travailler, d'y habiter ou d'aller s'y promener puis de rencontrer des gens. En tout cas, ma mère, elle arrête pas d'en parler, elle. Faut dire que la ville a fait des gros efforts pour rendre les rues, les places publiques puis les parcs plus agréables. On en a même créé des nouveaux. Mais attendez, c'est pas fini. De l'autre bord de la rivière, il y avait des vieux édifices industriels à l'abandon. Avec l'aide de la ville, les propriétaires ont pu les retaper pour accueillir des commerces, des bureaux, puis même des habitations. Tout ça en même place. Je pensais pas que ça marcherait, mais il faut bien avouer qu'il y a beaucoup plus de vie autour maintenant. Puis c'est plus vert en plus. Au sud de la ville, on a transformé l'ancienne gare en terminus de bus. Ça aussi, ça génère de l'animation. Puis en plus, on s'est pas arrêté là. On a profité de l'occasion pour créer un quartier qui laisse plus de place aux piétons puis aux cyclistes. Ah, je te dis qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Puis en plus, ça marche. Nancy puis moi, on aime relaxer sur la nouvelle rue piétonne. Il y a de la vie puis il y a du beau monde en plus. Pendant ce temps-là, Mégane joue avec des amis sur une rue partagée où l'auto n'est pas interdite, mais où elle prend moins de place puis elle n'a pas priorité. En bout de ligne, la rue redevient accessible, agréable et sécuritaire pour tout le monde. Pas juste une voie de circulation pour les autos, même si Mégane trouve toujours le moyen de nous donner la fausse. À l'autre bout de la ville, on a donné une nouvelle vie au centre d'achat en faisant le cœur d'un nouveau quartier. Il y avait beaucoup d'espace autour des bâtiments, on a donc décidé de mieux les utiliser. On a construit un stationnement étagé qui loge plus de cases dans moins d'espace. Comme ça, on a récupéré les stationnements de surface pour construire des nouveaux bâtiments. Et puis, en très peu de temps, je vous jure, c'est devenu presque aussi vivant qu'au centre-ville.
les stationnements restants ont été refaits. Puis plutôt que d'être rejeté dans la rivière par les égouts, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol ou bien est drainée vers un étang. Les spécialistes appellent ça un bassin de rétention paysager. Avec les arbres qu'on a ajoutés, les îlots de chaleur ont presque tous disparu. C'est bien plus agréable à vivre pour tout le monde. En tout cas, Mégane, elle aime bien ça. Ça, c'est le quartier du meilleur ami de Nathan. Nous autres, on appelle ça Spagatville. C'est le genre de banlieue de bungalow sans aucun service où les trajets sont 3 fois plus longs que les distances à vol d'oiseau. La ville voulait en faire un secteur plus complet. Elle a donc bâti des équipements communautaires en plein cœur du quartier. Puis, elle a modifié ses règlements et proposé des mesures pour inciter à densifier et permettre l'ouverture de commerces et de services. Plus d'activités attire plus de monde, puis plus de monde, ça attire plus d'activités. Quelques raccourcis piétons entre les rues mal connectées, puis une nouvelle piste cyclable permettent aujourd'hui aux enfants d'éviter les détours. Ben, aux adultes aussi, d'ailleurs. Avec plus de monde dans le quartier, la ville a pu offrir un bon service de bus sur une voie réservée. Aujourd'hui, on peut dire que les choses vont bon train à Spagatville. En amont de la rivière, la ville a construit un nouveau quartier près du Vieux-Moulin. C'est là que je suis déménagé avec ma famille. Là, c'est facile de profiter de la nature sans avoir un gros impact sur elle. C'était ça l'objectif quand on a décidé d'en faire un écoquartier. Colvert a imposé des normes exigeantes de construction. Le quartier est plus compact puis les logements sont mieux conçus. Par exemple, les bâtiments ne sont pas exposés aux quatre vents, donc consomment moins d'énergie, donc produisent moins de GES. La densité du quartier assure aussi la rentabilité des infrastructures. Plus on dessert de monde au kilomètre, plus on en a pour notre argent. Le monde, l'activité, le service de bus performant, moi aussi je connais le principe maintenant. Hey, parlant de bus, en même temps qu'on crée des noyaux au cœur des quartiers, il faut penser à les relier avec un bon système de transport collectif. Le Vieux-Moulin à Spagatville, la gare au centre d'achat, en passant par le centre-ville. Ce qui est bien avec ces lignes-là, c'est qu'elles sont fiables. Il y a des abris confortables, des bancs, des tableaux qui indiquent combien de temps d'attente avant le prochain bus. Puis vu que c'est efficace, bien, il y a de plus en plus de monde qui veulent le prendre, puis emménage à côté. C'est rendu tellement populaire que la ville pense déjà à augmenter le service. Nos déplacements quotidiens sont pas mal moins stressants maintenant. Nancy travaille dans le quartier, puis moi sur les presses du journal au centre-ville. Je prends même l'autobus pour y aller. En même temps, la ville a diminué le nombre de stationnements au centre-ville, puis elle a réservé quelques cases pour l'autopartage. Il paraît qu'une voiture partagée peut remplacer 8 autos individuelles. Il y a aussi le vélo libre-service, là. Ben, je l'ai pas encore essayé, mais j'ai entendu dire que c'est vraiment pratique parce qu'il y en a partout. Maintenant, on peut se déplacer en ville sans utiliser notre voiture. Ben, grâce à tout ça, Colvert commence à se porter pas mal mieux. Mais on s'arrêtera pas là, là. On a d'autres projets. D'abord, rendre la voie de contournement plus accueillante pour tous. Ensuite, remplacer les parcours de bus les plus utilisés par un tramway. Et finalement, comme alternative à l'autoroute, relier Colvert aux villes voisines par le retour du train. Et puis c'est comme ça qu'à force de petites puis de grandes décisions, Colvert a obtenu le meilleur bilan de gaz à effet de serre au pays. Puis on a fait notre part dans la lutte au changement climatique. On a profité du défi qui se présentait à nous autres pour revoir de fond en comble notre façon de développer puis d'aménager notre ville. Et aujourd'hui, on est heureux de dire qu'on habite Colvert. Plus qu'une ville agréable, saine et prospère, une ville modèle. Et voilà pour l'histoire de Colvert. Il vous reste encore 2-3 minutes. Parfait. Bien, je vais être bref pour laisser du temps aux échanges. En fait, effectivement, au début du film, à un moment donné, il dit, vous allez voir, c'est assez simple. On sait que c'est pas si simple que ça, mais bon, il faut que le spectateur soit quand même un peu rassuré. Donc, ce que je vais faire probablement pour le reste du panel, c'est je vais quand même assumer mon chapeau de militant que m'a donné M. Mercier. Puis, parce que entre qu'est-ce que vous venez de voir sur Sagacité et la présentation qu'a fait M. Hintz, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce que M. Hintz, les principes qu'il a dit, à peu près rien
que M. Hintz se dit, qui ne se retrouve pas dans sa quacité et qui est nous, presque notre vision idéale de comment peuvent se transformer nos villes, un coin de rue à la fois, un quartier à la fois, une route à la fois. Par contre, il y a ce qui est la réalité, particulièrement la réalité politique, qui me fait dire de mon côté que malheureusement, malgré le fait qu'on a un peu l'instinct, où on sait un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, pour arriver à Colbert, comment il y a très peu de décisions politiques, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, qui va dans le sens de construire Colbert, malgré tous les discours, malgré tout le travail qu'a pu faire le groupe de mobilité durable. Donc, ça va me faire plaisir. J'aurais aimé parler de ça aussi dans mon 20 minutes. J'ai décidé de parler de Colbert, mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de donner quelques exemples. Donc, voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup.